Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux ici. On va laisser peut-être s'installer les derniers qui arrivent. Alors, vous le savez peut-être, je m'appelle Emmanuel Laurentin. Je fais beaucoup de débats ici parce que c'est un festival et les rendez-vous est un moment important dans mon agenda professionnel et personnel. Et il y a des débats qu'on fait parce qu'on aime les faire, et puis il y a des débats qui nous touchent particulièrement. Et celui-ci en est un. Tout simplement parce qu'il y a quelques années, Au revoir là-haut, c'était 2013 ? En 2013, j'ai rencontré Pierre Lemaitre pour une émission que nous avons faite autour de la guerre de 14 avec Stéphano D'Anrouzeau et d'autres romanciers sur la question évidemment de la fiction et de l'histoire à propos d'Au revoir là-haut. Et à la sortie de cela, on a un peu sympathisé avec Pierre et il m'a téléphoné un peu plus tard en me disant « Je suis en train de préparer la suite d'Au revoir là-haut ». Et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me donner, parce que je ne connais pas très bien, la documentation sur une historienne, un historien, sur les femmes de l'après-Première Guerre mondiale. Je vais donner le nom d'une historienne que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Christine Barre. La suite, c'est Pierre Lemaitre qui vous la racontera, parce que Camille Clairet, qui est à côté de moi, est donc une élève de Christine Barre. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, une sorte de trio de loin, parce qu'on ne se voit pas si souvent, mais c'est un moment important que justement, avec Pierre Lemaitre, président du Salon du Livre de Blois, et Camille Clairet, historienne, d'essayer d'expliquer ce que sont ces rapports entre fiction et histoire et comment ils sont agencés. Et comme je lis tous les matins la presse, j'ai lu ce matin l'excellent journal, qui est le journal de ma région aussi, qui s'appelle La Nouvelle République, et j'y ai trouvé cette petite brève. Le romancier à succès et cette année le président du Salon du Livre, une mission qu'il a failli refuser avant de finalement accepter. En cause, son métier justement. Ma conception du roman ne fait pas bon ménage avec la vérité historique. Je passe aux yeux de certains pour quelqu'un qui se sert de l'histoire. Mon métier est celui de menteur. Je crée l'illusion du vrai avec des éléments imaginaires. Et hop, c'est le début. Pierre Lemaitre. Bon, d'abord merci Emmanuel. C'est vrai que c'est assez émouvant de se retrouver là parce que vous avez joué les marieurs en quelque sorte pour la bonne cause. Et c'est vrai que mon problème était simple au moment du second roman de la trilogie de l'entre-deux-guerres. J'avais une situation qui était un petit peu compliquée. J'avais une femme qui devait hériter d'un empire bancaire dans une période dans laquelle les femmes n'ont même pas le droit de signer un chèque. Et je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Et je le dis comme ça pour ouvrir un petit peu le débat, mais Camille le dira mieux. En vérité, le problème que j'avais, c'est que je suis un généraliste. J'ai une bibliothèque, celle de l'honnête homme, qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que je lis des livres qui sont assez grand public, mais dès que les recherches sont un petit peu pointues, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir un professionnel, non seulement de la documentation, mais de l'histoire, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de trouver des éléments, mais aussi de les interpréter, de les ordonner, de les synthétiser, tout ça. Et donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors, Camille Clairet, vous faisiez une thèse à ce moment-là ? Oui, je commençais ma seconde année de thèse sur l'engagement des femmes au sein de l'Action française. Et donc, ma directrice de thèse, un jour, m'a dit qu'un certain Pierre Lemaitre l'avait appelé et qu'il avait besoin d'aide pour travailler sur son roman. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le hasard a fait qu'on n'habitait pas très loin à l'époque. On s'est mis à l'essai. C'est ça, on s'est mis à l'essai dans un premier temps. Et l'essai s'est confirmé. Oui, parce que ça fait donc plus de 10 ans maintenant, enfin 10 ans un peu moins de 10 ans que vous travaillez ensemble. 8 ans. Et donc, quel est le type de travail que vous demande Pierre Lemaitre et comment est-ce que vous envisagez ce type de collaboration entre une historienne professionnelle, vous êtes encore enseignante dans le secondaire, et un romancier qui dit qu'il est un menteur et qu'il triche avec la vérité historique? Les choses ont un peu évolué avec le temps, mais Pierre en fait commence par me parler du roman sur lequel il va travailler, me donne des éléments d'intrigue, un peu des choses sur les personnages. À partir de là, je construis des fiches en fait qui initialement sont très généralistes et ensuite tendent à se spécialiser. Il sélectionne des thèmes dans les fiches qui lui plaisent et ensuite on va vraiment vers des choses de plus en plus spécialisées avec du travail d'archives derrière et donc ça donne des personnages et des morceaux d'intrigue. Pierre Lemaitre. Alors, j'ai envie de dire,
thématiquement, on travaille un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, je demande à Camille de me faire, au fond, une sorte de photographie historique de la période que je vais traiter. Comment on la délimite, cette période, déjà? On sait... Alors, attends, je le sais déjà parce que j'ai un projet littéraire qui consiste à balayer en quelque sorte le siècle. Donc, d'une certaine manière, mon travail est un peu balisé par l'histoire elle-même. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des changements. Par exemple, là, sur la période des 30 Glorieuses, je pensais faire 3 livres. Je vais devoir en faire 4 parce que... Ce ne sera pas une trilogie, mais une quadrilogie. Ça sera une tétralogie, oui, parce que, en fait, je perdais un peu les personnages. En fait, il y avait trop de temps entre un volume et l'autre, il se passait trop de temps et la vie des personnages m'échappait un peu. Et je faisais le pari que si le personnage m'échappait, il échapperait à plus forte raison au lecteur. Donc il y a des changements, mais quand même, le travail sur les périodes est un peu balisé par le projet lui-même. Hein. Et il y a donc une grande fresque dans le bureau de Pierre Lemaitre avec, disons, les personnages. Non, c'est plus ambitieux que ça, c'est entièrement là. Oui, parce que... Non, mais c'est pas très compliqué. La mémoire immédiate d'un homme normal, c'est 7 plus ou moins 9. Donc là, j'ai une somme de 10 romans, ça tient encore dans ma tête. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, le travail précis, cette espèce d'entonnoir est extrêmement intéressant. Je voudrais savoir comment ça se passe, Camille Clairet. Donc, il y a ces allers-retours qui avancent au fur et à mesure. Il y a ces personnages qui commencent à naître. Et puis, il y a des lieux. Prenons, je sais pas, le dernier, Le silence et la colère. Donc, il y a 2 éléments importants dans ce roman, puisqu'il couvre la période des années 50 et du début des années 60. Il y a donc 2 éléments importants qui sont, d'un côté, la question de l'avortement, et de l'autre côté, la question de ce grand barrage qui va détruire un village, et toute la question, effectivement, de l'aménagement du territoire dans l'après-guerre. Pour cela, on s'est vraiment bien partagé le travail en fait sur ce roman-là, puisque la question du barrage, c'est entièrement Pierre qui s'est documenté et qui a trouvé l'intrigue. La question de l'avortement, en fait, elle est venue d'une discussion avec un de mes amis, que j'ai eu moi, avec un de mes amis qui travaille pour sa thèse sur toutes ces questions d'avortement, de contraception. Et en fait, avec le temps, j'ai appris un petit peu à comprendre ce que Pierre cherche. Et en discutant avec cet ami, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être là un sujet. Il m'a parlé d'un affreux procureur dans les années 50 qui traquait les avorteuses. Et donc, j'en ai discuté après avec Pierre. Et de là est né le personnage de Palmary. Donc, sur ce roman-là, on a vraiment divisé en 2 le travail. Je me suis occupée de l'avortement et Pierre du barrage. Et chacun son boulot, quand même. Hein. Alors, justement, sur cette question de l'avortement, ça ne vous était pas venu naturellement? Il y a cette suggestion de Camille? Non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, le thème de l'avortement fait partie des propositions que fait Camille. Il y avait un certain nombre de thèmes. Je cherchais, j'avais mes personnages. Donc, elle m'avait fait des propositions. J'avais mes propres idées. Et en fait, c'est dans la confrontation entre le désir romanesque que j'avais et la réalité possible que je fais un choix. Et à un moment, comme je voulais travailler sur la question des femmes, j'ai dans ces années-là une héroïne qui est une jeune femme. Donc je dis à Camille, bon voilà, moi j'ai une jeune héroïne, voilà, qu'est-ce qui peut lui arriver? Enfin, je veux dire, c'est quoi la vie des jeunes femmes dans cette période-là? Et on tombe sur les questions de l'avortement. Je ne vous cache pas que j'étais pas très très enthousiaste à cette idée, parce que c'est un thème difficile à traiter, surtout pour un homme. C'est un thème délicat, donc je savais pas très bien. Et puis elle vient avec une proposition qui a été enthousiasmante. C'est d'un seul coup un personnage me dit, écoute, je crois qu'il va te plaire. Et effectivement, il m'a plu. Alors je l'ai complètement transformé. Dire que c'est un franc-salaud quand même. Donc. Oui, je les aime beaucoup. Oui, vous savez, dans les romans, c'est comme dans les films d'Hitchcock. Hein. Meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et donc, ce franc-salaud, il a existé, en fait, au départ. On est parti d'un personnage réel, donc, qui était un procureur, mais Pierre l'a transformé en inspecteur, en commissaire, je ne sais plus, et on a fait un autre personnage. C'est de l'inspiration libre, mais on s'est inspiré de ces techniques de traque. Il avait donc vécu sous Vichy. Ce procureur a donc fait ses armes sous Vichy, mais c'est surtout en fait dans les années 46-50 qu'il devient le héros de la lutte contre l'avortement. Contrairement à ce qu'on croit en termes de répression, du moins au niveau des chiffres, la traque des avorteuses et des avortés est plus importante après la guerre que sous Vichy. Et donc, ça veut dire que cette proposition de Camille Clairet arrive au romancier que vous êtes. Vous devez l'intégrer dans cette grande fresque que vous avez faite et dans cette idée que
le roman qui s'appellera plus tard Le silence et la colère commencera à ce moment-là et se terminera à cette date-là. Comment fait-on pour pouvoir imaginer cela? Alors, c'est vraiment un truc à plusieurs vitesses, parce qu'il y a soit une demande de ma part, en lisant sur la période, je dis tiens, j'ai envie de faire ça, et donc j'ai dit à Camille, voilà, ça serait bien que tu me dresses, voilà, là par exemple, je vais m'intéresser à la question du monde agricole à la fin des 30 Glorieuses, donc voilà, je ne sais plus comment c'est arrivé, c'est une proposition à toi? Oui, c'est une proposition à moi. Elle tire la couverture, c'est quand même déplaisant. Hein, non, bon. Qu'est-ce que donc c'est une proposition à elle, donc voilà. Tu m'as dit, tu me demandais de rechercher un thème qui irait bien dans le contexte des années sur lesquelles tu travaillais. J'ai fait une liste. Et tu as choisi le monde agricole dans la... Alors, de temps en temps, c'est payant et de temps en temps, c'est frustrant parce que il est arrivé que je demande à Camille de documenter quelque chose que finalement, je ne vais pas retenir. Elle documente quelque chose. Ça m'a semblé suffisamment intéressant pour lui demander de consacrer du temps à le faire. Et puis, quand je le reçois, j'arrive pas à l'intégrer, ou l'idée me semble moins bonne, ou je suis déjà passé à autre chose. Je ne lui dis jamais. Mais en fait, pendant qu'elle travaille, des fois, je sais que ce qu'elle fait sera inutile parce que je suis déjà passé à autre chose. Je vous le dis à vous parce qu'on est entre nous et qu'elle n'écoute pas, parce que ça la vexerait terriblement. De temps en temps, je sais qu'elle travaille pour rien. Bon, voilà, c'est le boulot. Oui. Ouais. C'est de l'exploitation des femmes. C'est ni plus ni moins que l'exploitation des femmes. Oui, je fais comme tout le monde, comme tous les hommes. Ça, ouais. Donc, ça m'a permis de devenir à la fois une grande spécialiste de l'aéronautique, puis du béton, et là, plus récemment, de la viticulture, sans que ça soit forcément... Oui, parce que grâce à moi, sa culture historique s'est musclée. Hein. Je lui ai demandé, par exemple, pour un des romans, je lui ai dit, voilà, j'ai à faire sauter un pont, mais mes personnages n'ont pas de dynamite. Est-ce qu'il y a une anecdote? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je lui ai demandé aussi d'aller documenter les premiers moteurs à réaction. D'aller saboter un moteur à réaction. Pardon? La recherche exacte, c'était comment peut-on saboter un moteur à réaction? Oui. Dans les années 1930. Elle était très bien dans sur les ce coup-là. plans des moteurs à réaction. Et autant que je me souvienne, parce que j'ai tout lu, j'ai pas vu ça, le sabotage d'un moteur à réaction. Si, c'est dans Couleur de l'incendie. Ah, c'est dans Couleur de l'incendie. C'est dans Couleur de l'incendie où il y a un ouvrier qui, petit à petit, sabote par divers moyens le moteur à réaction, et même ça a été documenté. Alors, et donc, quand on travaille à cette documentation, on sait que ça va prendre place dans une immense fresque, en l'occurrence, quelque chose qui va durer sur tout le siècle. On travaille livre par livre. Oui, livre par livre. Oui. On travaille pas sur la fresque. C'est-à-dire, moi, je ne travaille pas sur l'ensemble. Je me concentre sur un livre. Je sais bien sûr ce qui s'est fait avant. Je sais ce que je veux faire après. Mais on travaille vraiment livre par livre. Alors, on a de temps en temps un peu d'avance. Par exemple, en travaillant sur un livre, je fais déjà le scénario, le schéma du livre suivant. Et quand on a un petit peu de temps, je dis à Camille, bon, on va travailler sur ça. Donc, je lui donne déjà un certain nombre de pistes. Comme ça, à temps perdu, elle peut commencer à avancer. Mais on travaille vraiment de manière unitaire. Alors, moi, dans la pensée de l'historienne que vous êtes, Camille Clairet, comment on articule ça? C'est-à-dire que vous vous trouvez dans cette demande du romancier Pierre Lemaitre, vous vous dites, je présente des hypothèses, plusieurs pistes, et tombe la question du monde agricole. Ça veut dire qu'il y a les pistes que vous êtes obligé d'abandonner ou qui ne vont pas être, disons, fertilisées par l'écrivain. Et puis, il y a cette piste-là qui peut-être est celle qui lui plaît le plus et peut-être n'est pas celle qui vous plaisait le plus à vous. Ah oui, il peut y avoir un peu de frustration. Je pense à cette fiche sur le monde viticole que j'avais faite, où je me suis vraiment passionnée, donc je suis devenue spécialiste, où moi j'aime bien ça en plus initialement, où je me suis vraiment passionnée pour le sujet. Donc c'est sûr que là, il peut y avoir un peu de frustration. Parfois aussi, dans une moindre mesure, je vais faire une très très grande fiche très fouillée, et ça va donner un bout de chapitre dans le livre. Donc c'est peut-être une des limites, c'est qu'il peut y avoir un peu de frustration. Après, moi, ça me permet quand même de sortir de la monotonie de la recherche académique où on va vraiment se spécialiser sur un sujet. Là, ça permet quand même de voir plein de choses et de voguer de sujet en sujet. Il ne s'agit pas de savoir, justement, Pierre Lemaitre, comment un gros travail de documentation se termine dans un chapitre ou dans un paragraphe. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, toute cette documentation qui vous arrive, en plus de la documentation que vous avez déjà rassemblée vous-même, de l'histoire telle qu'elle a été écrite par les épisodes précédents, comment tout cela s'agence-t-il dans votre façon de faire? Alors, la clé de la question que vous posez, c'est la capacité du romancier, sa résistance à la frustration.
Ma conception du roman historique, c'est que le romancier, d'abord, doit privilégier le roman sur l'histoire. Alors ça, c'est un débat qu'on a forcément avec Camille. Elle est complètement du côté de l'histoire, et elle nourrit le roman, mais elle sait que ce qui va être le maître du jeu, ça sera la partie narrative, et c'est la raison pour laquelle elle fait une note qui lui prend 3 semaines, et il n'y a pas une ligne que je conserve, parce que le roman prime, et que le roman, à un moment, ne veut pas de cette ligne-là, ça ne lui est pas utile, donc le maître, c'est la narration. Reste que alors, je vais dire du mal de mes confrères, vous me permettez, hein ? Bien sûr. Bon. Et ils n'écoutent pas. Voilà. Bon. Non. Ce que je n'aime pas dans le roman historique, c'est le fait qu'un certain nombre d'auteurs veulent absolument, j'ai envie de dire, rentabiliser la documentation. Ils ont passé du temps, et en fait, ils vont faire rentrer dans leur roman à peu près tout ce qu'ils savent. Ils ne savent pas résister à la frustration de se dire « je sais des choses, mais je ne vais pas les utiliser » parce que ça n'est pas dans le droit fil de la narration, ça ne sert pas à mes personnages. Or moi, peut-être la seule qualité que j'ai, c'est que je suis capable, alors ça me coûte, mais je sais dire « ça serait bien, c'est une anecdote formidable qu'elle m'a amenée », mais ça n'a pas sa place ici. C'est très frustrant quand vous avez même écrit 1 page, 2 pages, un chapitre parfois, et vous en êtes très content, et puis quand vous prenez du recul, vous vous dites « mais ça c'est un détour, c'est pas dans le droit fil de l'histoire, c'est une excroissance du scénario, et je l'ai fait pourquoi ? Je l'ai fait pour me faire plaisir. » Or moi, mon boulot, c'est pas de me faire plaisir. C'est faire plaisir au lecteur ? Ouais. Oui, si je veux lui faire comprendre la vision que j'ai du monde, il faut que je le serve, que je serve son plaisir, alors son déplaisir aussi. Je veux que le lecteur soit scandalisé par des personnages qui sont mauvais. Mais enfin, je veux qu'il se passe émotionnellement quelque chose, et pour ça, il faut que j'évite de vouloir faire rentrer au chausse-pied des choses qui n'auraient pas leur place. Donc c'est peut-être très frustrant pour Camille, mais c'est la rançon à payer pour avoir un roman historique qui n'est pas grassouillet. Oui, alors juste, c'est beau. Hein. Sur cette question, vous disiez tout à l'heure, j'ai appris à connaître Pierre, et je sais presque intuitivement ce qu'il veut. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, il veut des sujets pas balisés, donc des sujets qui ne sont pas encore balisés, D'accord. défrichés. Donc, vous lisez un livre et vous retirez tout ce qui est déjà connu, donc ni la guerre d'Algérie, ni l'occupation. Il y a quand même la guerre d'Indochine, par exemple. Oui, mais justement, c'est pas la guerre d'Algérie. Ouais. La guerre Oui, c'est pas la guerre d'Algérie. J'ai dit la guerre d'Algérie, c'est non. Voilà. Et puis, il y a toujours cette... en gros, dans la masse documentaire, je pense par exemple, quand on a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, trouver dans la masse documentaire un angle d'approche qui sera original. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, chercher des choses noires, des pistes criminelles, des faits divers signifiants. C'est souvent l'objectif des recherches. Et c'est quoi un fait divers signifiant quand on cherche dans les archives? Un fait divers qui va incarner une période, tout en présentant une forte originalité et un angle d'approche original. Et ça, en tant qu'historien, on le perçoit quand on est au milieu des coupures de presse des années 50. On se dit, tiens, celui-là, c'est plutôt celui-ci que celui-ci. Je pense que oui, on apprend à percevoir, en tout cas. On est quand même spécialiste du document quand historien, donc on a une capacité, je pense, à aller chercher dans ces documents l'anecdote signifiante qui fera le livre. Oui, Pierre Lemaitre, vous avez écrit énormément de romans noirs auparavant qui n'avaient pas pour ambition justement de plonger dans le passé. Quelle est la différence quand vous abordez l'un ou l'autre? Parce qu'il vous est arrivé d'en écrire alternativement. Comment on parle du contemporain, parce que ces romans noirs se passent dans la période contemporaine, et comment on agit en travaillant la matière qu'est le passé? Alors, ce qui va évidemment beaucoup changer, c'est que dans le roman noir, qui est souvent une histoire contemporaine, la question documentaire ne se pose pas du tout. Se pose uniquement des questions narratologiques. Donc ça, je ne dis pas que c'est plus simple, mais en tout cas, le terrain est beaucoup plus balisé. Si vous abordez une période historique, vous êtes, je dirais, percuté par d'autres types de nécessités. Alors c'est peut-être là que la question de savoir comment on conçoit le roman historique je comprends très bien que pour Camille Clairet, ce soit difficile parfois, parce que l'histoire ne m'intéresse pas. L'histoire comme discipline. Ouais. Non, c'est bien. Ouais. C'est bien de le dire ici en plus. Ouais. C'est un endroit où ça intéresse personne. Donc, c'est courageux, hein.
Ouais. C'est même un peu suicidaire. Non, surtout quand on veut signer les livres à la sortie d'ici. Non, ce que je veux dire, l'histoire ne m'intéresse. Elle me passionne en tant que lecteur, en tant que citoyen, mais elle ne m'intéresse pas en tant que matière romanesque. Elle ne m'intéresse qu'à la condition qu'elle vienne, je dirais, couvrir la narration, qu'elle vient comme réceptacle de la narration. Elle m'intéresse à la condition qu'elle serve le roman. Pour faire court, c'est un roman historique, c'est d'abord un roman, c'est l'histoire après. Oui, alors justement, quand Camille Clairet dit je sais ce qui va lui faire plaisir comme type d'histoire, etc. Oui, alors ça, c'est une habitude qui se prend à la collaboration. Au début, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que je cherchais, donc il a fallu que je lui explique. Elle tombait bien, pas bien. Et puis, je crois que le grand talent qu'elle a eu, c'est livre après livre. Ça fait combien? Ça fait 5 livres. Hein, 5 livres qu'on travaille ensemble. Bon, sans compter les 2 à venir, puis encore la troisième qui sera à nouveau une trilogie, c'est ça? Voilà. Donc, elle a fini assez vite d'ailleurs, pas fini, mais très vite. Elle a compris qu'elle amenait des choses dont elle savait que ça allait me séduire dès que c'est assez parlant, dès que c'est romanesque, dès qu'il y en a un petit peu sous la pédale, sur le plan narratif. Elle sait que ça a une chance d'attirer mon attention. Mais alors, je ne m'intéresse pas à l'histoire, mais en tant que romancier, vous vous intéressez à faire agir des personnages dans l'histoire. C'est ce que vous faites avec vos romans. Ouais. C'est quoi votre vision de l'humanité, d'une certaine manière? On la connaît, on la comprend quand on plonge dans tous ces romans, mais quelle est la vision de l'humanité que vous voulez montrer en vous servant de cet outil qui est l'histoire et le passé? Alors, comment dire, j'écris pour les concierges. Hein, je sais pas si non, quelqu'un a écrit ça de moi. Hein. Ouais. Le maître, il écrit pour les concierges. Je prends l'expression, je veux bien la revendiquer. Elle me va très bien. Elle me va très bien. Moi, mon univers, c'est celui des petites gens, c'est la strate sociale dont je suis issu. Et donc, pour moi, le roman historique, c'est pas un roman autour des grands personnages historiques. C'est, comme l'a dit Camille, ni les grands événements. On ne traitera pas de la guerre d'Algérie, on n'a pas traité la première, on n'a pas traité la Seconde Guerre mondiale, on prend les événements un petit peu de biais. Et c'est pareil pour les personnages historiques, je crois que j'en ai qu'un seul. Hein, c'est Hitler qui fait une courte apparition dans un roman. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens de la strate sociale dont je suis issu. Et pour moi, le roman, la vision que j'en ai, c'est d'essayer de montrer de quelle manière ces gens-là ont traversé la période. Voilà, qui est la mienne, qui est ma période. Se sont débrouillés avec les aléas du temps. Comment ils ont fait, et c'est la raison pour laquelle j'écris souvent des romans qui sont au moins autant des romans picaresques que des romans historiques. Le roman picaresque étant traditionnellement, depuis le Lazarillo de Tormes en Espagne, l'histoire de personnages qui sont des personnages issus des strates les plus basses de la société et qui, pour réussir à survivre, sont obligés de devenir malhonnêtes. Hein. C'est un petit peu le thème de Au revoir là-haut, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, y compris chez des personnages secondaires. Donc la vision que j'ai de l'histoire, c'est celle qui va servir la conception que j'ai de la traversée de ces strates à travers leur propre période. Camille Clairet. Ce qui, moi, m'arrange. En fait, le fait que Pierre ne mette pas en scène de vrais personnages historiques, à part Hitler qui fait une apparition dans Couleur de l'incendie, ça me permet d'éviter d'avoir à me poser trop de questions sur la véracité des faits. J'aurais du mal, par exemple, à ce qui reconstitue des dialogues qui n'ont pas existé entre des vrais personnages. Donc ça me permet d'évacuer toute une question éthique. Voilà, et puis quand on travaillait sur les femmes de l'Action française, bien on travaille sur des personnes peu connues d'une certaine manière, qui ont laissé pour certaines d'entre elles des traces historiques, mais d'autres, la plupart du temps, qui sont... Oui, je suis aussi dans l'histoire sociale, de toute façon. Voilà, dans cette histoire sociale. Et d'ailleurs, je pense que notre collaboration fonctionne bien parce qu'on travaille dans un même environnement intellectuel. Enfin, je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Oui, alors justement... oui, en fait, soyons clairs, il y a une question d'idéologie là-dedans. Hein, c'est-à-dire que la collaboration est possible parce qu'on est situé dans un même périmètre
intellectuelle. Je crois que nos valeurs sont à peu près communes. On a certainement beaucoup de différences. Hein. On n'a pas la même génération, un homme, une femme. Bon, enfin, il y a plein de différences, ce qui fait qu'on n'est pas superposable. Mais globalement, notre périmètre intellectuel est compatible, ce qui fait qu'on n'a pas de mal à travailler ensemble. Je pense que Camille devrait avoir du mal si elle était à travailler avec quelqu'un qui n'est pas ses valeurs, enfin voilà, qui ne partage pas ses valeurs. Et moi, j'aurais du mal aussi à demander des choses ou à lire des choses de quelqu'un qui n'épousera pas les miennes. Donc en fait, je pense que là-dedans, il y a quelque chose qui est une donnée un peu plus discrète, qui est le fait que, bon, globalement, la vision du monde social que nous avons est à peu près partagée, quoi. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cette façon de construire ces romans, Pierre Lemaitre, il y a cette idée, par exemple, que ces petites gens, puisque ça fait partie des personnages principaux de la plupart de ces romans, ces petites gens, ces gens qui n'ont pas la chance, disons, de s'en sortir facilement dans la vie, usent de la rouerie, usent de la ruse, se débrouillent d'une certaine manière. Et cette question de la débrouille est assez centrale dans beaucoup des intrigues que vous développez dans vos romans. Je sais pas si je crois que c'est Fitzgerald qui disait un romancier, c'est un mec qui a 2-3 trucs à dire, hein, et qui, roman après roman, essaie de les dire à peu près correctement. Et moi, j'aime bien cette définition parce que quand je regarde, j'ai une quinzaine de livres là publiés, quand je prends un petit peu de recul, finalement, je vois que les thèmes sont récurrents. En fait, pour la littérature, pour un romancier, c'est en fait de jouer à une combinatoire, avec un nombre d'éléments qui est relativement restreint. Mais j'écoutais Modiano là, sur votre antenne là, il y a un jour ou deux, il n'a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais. Il n'a pas grand-chose à dire, Modiano. Il a 3-4 trucs à dire, mais Proust n'a pas grand-chose à dire. Il a 3-4 trucs à dire. Bon, lui, il met 3000 pages pour le faire. Hein, bon. Mais ça va finir par faire 3000 pages, s'il y en a 9. Je vous remercie de le saluer. Je vous remercie. Emmanuel, ça me fait plaisir. Ça va non, être puis la le recherche du rapprochement temps avec perdu Proust du 21e siècle. ne me paraît pas du tout illégitime. Non, ce que je veux dire, c'est que même les grands romanciers comme Modiano, qui est un immense romancier, il a un nombre de thèmes fini. Il doit avoir 4 ou 5 grands thèmes. Alors, évidemment, il y a des sous-thèmes, etc. Mais globalement, n'importe quel romancier, même les meilleurs, et c'est le cas de Modiano ou de Proust, ont des thématiques avec des combinatoires qu'on repère assez bien. Bon, moi, il y a 3-4 thèmes. Il y a effectivement celui de la ruse, de la rouerie. Il y a le thème de la revanche. Oui. Hein. Il y a l'enfance cabossée. Il y a 3, 4, 5 thèmes, mais je ne me sens pas plus pauvre que les autres parce que je crois que la littérature, c'est ça. Je crois qu'un bon romancier, c'est quelqu'un qui écrit toujours le même livre. Oui, mais différemment. Ça c'est bon, ça c'est une phrase qu'on peut garder pour la mettre sur les réseaux, pour les réseaux sociaux. Voilà, oui, vous voulez la noter, s'il vous plaît, sur Twitter. On peut l'envoyer aussi au jury Nobel. Quitte à se comparer à Proust et à Modiano. Sur cette question, justement, ces 3-4 thèmes, c'est ça que vous avez appris à découvrir de ce qui a intéressé Pierre Lemaitre en tant qu'historienne, Camille Clairet? Oui, en partie. Il y a de ça. Après, je ne me limite pas à ça quand je fais les recherches quand même, mais je sais que ce sont des thèmes qui sont particulièrement... Vous disiez tout à l'heure que c'est par un de vos camarades qui est en train de faire un travail de thèse ou de recherche sur l'avortement que vous avez apporté cette question-là. Ça veut dire que pour nourrir aussi le travail littéraire de Pierre Lemaitre, il s'agit... d'aller chercher aussi ce qui se fait de plus récent dans la recherche, ce qui est, disons, à la pointe de la recherche aujourd'hui, et pas simplement d'aller puiser dans des ouvrages anciens. Tout à fait, c'est essentiel. Et à vrai dire, c'est la première chose que je fais quand on commence à travailler sur un thème, c'est un petit peu de baliser l'historiographie du sujet et voir ce qui s'est fait récemment sur ce sujet de manière à pouvoir coller en fait à cette historiographie. Et ça veut dire que cette historiographie, elle est d'aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est faire un roman romans, historique avec une vision d'aujourd'hui. Et peut-être que ces romans seront périmés dans quelques années, résultat, vu que l'histoire est toujours en marche. Enfin, en même temps, Sully Prudhomme... Ouais, non, je voudrais souligner quelque chose. Une fois que le roman est fini, je donne en relecture à plusieurs personnes, mon entourage, avant de passer à l'épreuve de mon éditeur, etc., faire le travail éditorial. Mais je passe le roman à Camille, et la lecture que je lui demande est une lecture historique
Ça m'intéresse qu'elle me donne son avis en tant que lectrice sur le plaisir ou le déplaisir qu'elle a pris à lire le livre. Mais ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle fasse un checking, une vérification du fait que je suis dans les clous par rapport à la vérité et non pas par rapport aux détails historiques. Et c'est arrivé, peut-être tu pourrais en reparler, j'avais fait une erreur sur la question du fascisme. Alors, quand je fais une erreur et qu'elle me le signale, j'ai deux possibilités. Soit j'écoute ce qu'elle me dit et ça me semble possible de modifier pour coller à l'histoire, ou je me dis, tant pis, l'histoire payera, mais le roman d'abord. Alors peut-être tu peux raconter cette histoire de fascisme. Ou sur la relecture, exemple 1 par exemple de conseils où tu as pu évacuer parce que ça ne correspondait pas à ta vision du roman, c'était sur Miroir de nos peines, le personnage de Louise, que je trouvais un peu anachronique, qui se comportait comme une jeune femme du 21e siècle, en fait, où tu as un petit peu modifié à la marge tout en me disant ça m'arrange qu'elle se comporte comme ça, et donc tu as assumé de passer outre les conseils que j'avais pu donner. Autre type de relecture dont je me souviens, c'était pour Le Grand Monde, le moment où... Le premier volume de la deuxième. C'est ça, c'était la manifestation d'anciens combattants du 11 novembre 1948, où tu l'avais juste initialement évoqué dans le livre, et en relisant le livre, je me suis rappelé qu'il y avait eu des événements, des émeutes à ce moment-là, et donc on a réintégré. Après, tu as même changé complètement l'histoire. C'est un autre personnage qui se retrouve pris dans cette manifestation qui dégénère en émeute. Et donc, ça a donné tout un nouvel aspect du livre. Donc, en cela, la relecture est quand même intéressante. Cette relecture, elle est intéressante parce que moi, je me réfrène de ne pas lui envoyer des lettres recommandées de licenciement assez fréquemment. Parce qu'elle laisse passer un nombre incroyable. Imagine-toi, je ne t'en ai pas parlé, mais il est temps de régler les comptes. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, dans votre dernier livre, on met des choses sur une palette. Monsieur, les palettes n'existaient pas. Elles ont été inventées 10 ans plus tard. Alors, je me demande, à quoi tu sers, hein? Bon, alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est très marrant. On laisse forcément passer plein de choses. Il y a une dame qui m'a écrit, Hélène mange un magret de canard, c'est pas possible. En 48, c'est pas possible. Ouais. Alors je dis c'est pas possible. Non, moi je sais pas, il n'y a pas de canard en 48. Bon, je sais pas. Vous le saviez vous? Bon, les canards n'existaient pas. Bon. Alors elle me dit si, c'est le magret. Je dis c'était des canards sans magret. Alors moi je savais pas que le magret était inventé après les canards. Elle dit non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle me dit non, pas du tout. Mais le magret en tant que plat culinaire a été inventé plus tard, a même fait l'objet d'une dispute entre deux chefs qui ont chacun revendiqué le truc. Alors je lui dis puisque j'ai pas d'historienne avec moi, aidez-moi. Et je dis à cette lectrice, et elle m'a dit écoutez, votre personnage pourrait peut-être manger un confit de canard. Donc j'ai corrigé. Tu vois, c'est normalement des choses que tu devrais voir. Tu vois, je veux dire, c'est les lectrices qui viennent. Tu vois, je veux dire, il est temps quand même de régler les comptes quand même. On touche un peu aux limites de l'exercice, c'est que je ne peux pas être spécialiste de tout. Donc oui, enfin, moi ça me paraît pas acceptable. Je sais pas vous, mais. Mais justement, qu'est-ce qu'elle vous dit cette lectrice en vous disant ça? Est-ce que c'est une question où elle pense que cette vérité historique doit passer par tous les éléments que l'on met dans son roman, ou c'est un malentendu d'une certaine manière? Non, je pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre. Les vrais emmerdeurs sont les historiens amateurs. Les historiens professionnels. Il n'y en a pas dans la salle. Hein. Non. En tout cas, j'espère. Non, il n'y a que des professionnels là. Non, je vais vous dire pourquoi. Il y a deux types d'amateurs. Il y a l'amateur, ceux qui m'écrivent sont des gens super gentils. Ils ont vu le truc, et puis ils me font un petit mot souvent extrêmement gentil en me disant ça n'existait pas, le magret de canard. Alors donc je discute, la façon dont je le présente est évidemment drôlatique, mais en fait le mot était très gentil. J'ai eu un dialogue avec cette dame, et j'ai même mis son nom à la fin dans les remerciements. Elle m'a apporté quelque chose, donc je la remercie. Et c'est souvent des gens gentils. Dans le dernier livre, j'avais une anecdote sur le cyclisme, et j'ai dit dans les remerciements, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a un lecteur qui m'a envoyé une coupure de presse pour dire ça vient de là. Donc c'est super gentil. Non, mais il y a aussi des spécialistes amateurs de période. Alors ils sont extraordinairement pointilleux. Moi, dans ces salles comme ça, quand on passe aux questions de la salle, il y a presque toujours à peu près par là.
un homme de 54 ans qui brandit une coupure de presse, et je suis convaincu qu'il l'a depuis 10 ans uniquement pour venir me faire chier ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors c'est épuisant. Ouais, non mais je vous assure. Alors cela c'est terrible. Mais la plupart des lecteurs le font avec beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Je pense qu'en fait, ils ne veulent pas redresser l'histoire. Il n'y a pas derrière ça une conception du détail historique, mais il y a le fait qu'ils ont aimé un livre, qu'ils ont vu un truc dedans, et que la façon de jouer avec l'auteur, comme moi je joue avec les lecteurs, d'une certaine manière, ils renvoient simplement la balle que je leur ai envoyée. Et ce jeu d'aller-retour entre le lecteur et l'auteur est un moment extrêmement agréable. Oui, et cela, c'est d'ailleurs très intéressant, parce que Pierre Lemaitre est un des rares romanciers à remercier de façon tout à fait exceptionnelle les gens qui travaillent avec lui, mais aussi ses lectures, ses emprunts, ce qu'il a déjà vu ailleurs, etc., tout en oubliant sûrement beaucoup de choses qu'il n'a pas notées et qui, comme l'anecdote précédente vient de le dire, surgissent au détour de sa mémoire et puis rentrent dans son roman. Ça, c'est particulier, et ça dit quoi, justement, de cette position de remerciement d'un auteur à tous ceux qui collaborent, ou tous celles qui collaborent avec lui? Là, en ce sens, il fait presque ce que les historiens font en fait avec leurs notes de bas de Oui, page. avec les notes de bas de page. C'est un peu la même démarche en fait, adapter à un romancier, je pense. Donc c'est pas une démarche qui, pour nous historiens, est hors clou, quoi. Oui, non, mais c'est même surprenant qu'on soit pas plus nombreux à le faire, parce que je crois que tous les romanciers, tous ne travaillent pas avec une historienne, voilà. Mais tous les gens qui font des romans historiques ont des sources, et le remerciement m'a semblé très naturel, moi, avec Au revoir là-haut. Y avait aussi autre chose, en fait, pour être honnête. Un mec qui commence une phrase en me regardant, je suis pas sûr qu'il soit vraiment honnête. Voilà, un type qui commence une phrase, pour être honnête, c'est généralement qu'il ne va pas l'être. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allons-y, pour être honnête. Non, j'avais le syndrome de Stockholm. Ouais. C'est quand j'ai fini Au revoir là-haut, j'avais travaillé tout seul. Je n'étais pas absolument certain que la communauté historique allait accepter le livre tel qu'il était, parce que je prenais plein de liberté avec l'histoire. En fait, les historiens ont très bien accueilli. Très bien. Oui, vraiment très bien. Ils ont été très, très généreux. Je me rappelle dans une émission avec Audouin Rouzot, qui connaissait la période. J'étais terrifié de rencontrer Audouin Rouzot, parce qu'il sait tout sur cette période. Et je me suis dit, il va pas avoir de mal du tout à m'expliquer que ce que j'ai fait n'est pas... Oui, il a été extrêmement généreux. Et en fait, les historiens font très, très facilement, c'est une de mes grandes surprises, mes grandes joies, ils considèrent très facilement l'écart qu'il y a entre l'histoire et le récit romanesque. Vraiment, ils n'ont aucune difficulté avec ça d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu du syndrome de Stockholm. Ils me faisaient très peur, ces gens-là. Oui, parce que j'avais écrit tout seul ce livre, je m'étais documenté tout seul. J'étais certain qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas rigoureuses. Et je me disais, il y a quelqu'un qui va vouloir se payer le Goncourt. Voilà. Et ça, c'est justement cette question de la réception par les historiens du travail de Pierre Lemaitre. Vous en êtes un peu aussi, vous devez avoir des échos qui vous viennent à vous. Qu'est-ce que ça vous dit de ce rapport de l'historien ou de l'historienne d'aujourd'hui, que vous croisez par votre génération, Camille Clairet, avec cette question de qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire quand on devient romancier, ça devient un roman? Est-ce que c'est complexe, ou avec les étudiantes, les étudiants, les gens qui ont travaillé avec vous, qui vous ont approché quand vous faisiez vos études? Je ne comprends pas bien le sens de la question. C'est normal, parce que je l'ai mal formulé. Moi, je suis d'accord. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Elle est assez ratée. On la refait. Clac. Donc, non, mais c'est-à-dire, est-ce que justement cette question de cette matière que l'on fournit à un romancier, quand on est historien ou historienne de votre génération, ça pose des problèmes aux historiens ou aux historiennes que vous continuez à croiser, qui ont fait vos études, leurs études avec vous, ou pas? Non, j'ai jamais eu de retour en ce sens, en tout cas. En général, les personnes que je côtoie trouvent ça hyper intéressant, cette façon de travailler. Et alors justement, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant par rapport à d'autres personnes qui s'engagent dans cette voie du roman historique et qui peut-être tentent d'être plus fidèles que ne l'est Pierre Lemaitre? C'est une autre manière de travailler l'histoire et d'expérimenter la recherche en l'adaptant à la fiction, finalement. Donc non, j'ai vraiment jamais eu de retour
de collègues effarouchés par le cadre fictif finalement des recherches que je menais. Alors c'est peut-être vrai, peut-être parce que c'est du roman et ça n'est pas du film. On sait combien les collaborations d'historiens ou d'historiennes avec des réalisateurs, on se souvient peut-être pour ceux qui le connaissaient de Jacques Le Goff travaillant sur l'adaptation d'Au nom de la rose avec Jean-Jacques Hano, ça s'était plutôt mal passé, et beaucoup de ceux qui travaillent avec des réalisateurs disent que c'est compliqué parce que peut-être il y a l'image, alors que là, les images, c'est vous qui les créez par votre écriture. Oui, alors il y a peut-être ça. Je pense aussi que c'est une question qui est liée à la représentation qu'on a de ce qu'est un romancier. Hein, c'est-à-dire que la représentation qu'on a est en grande partie, je crois, me semble-t-il, héritée du siècle romantique, hein, du 19e siècle, Chateaubriand, Bernard-Henri Lévy, vous voyez, les gens qui... Non, mais pour faire image, faire image, hein, voilà, pour faire image. Et donc cette idée comme ça. Quelqu'un qui serait visité, qui serait habité, etc. Donc, faire appel à une strate technique, hein, comme de travailler avec une technicienne de l'histoire, c'est une idée qui choque un petit peu la représentation qu'on a d'un écrivain. Hein, on croit à l'inspiration, et là, nous, on est plutôt dans la transpiration. Donc, en fait... c'est bien travaillé comme oui, réflexion. c'est Hugo, ça, c'est Hugo. Ah, c'est Hugo, d'accord. Hein, c'est Hugo, hein. Non, mais quand vous avez besoin d'une citation, n'hésitez pas. Je sais. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que on a un peu l'impression... Moi, je l'ai vécu beaucoup avec la question de l'âge. Comme j'ai publié très tard, j'ai eu très souvent la question, mais vous avez... comment ça se fait qu'on devient écrivain ? J'ai publié mon premier livre, j'avais 56 ans. Hein. Et alors, outre que je ne permettrai à dire à personne que 56 ans est un âge avancé, d'ailleurs, tout le monde finit par être tôt ou tard d'accord avec moi. Mais il y a cette idée qu'au fond, on est écrivain, on ne le devient pas. Hein. Et il y a quelque chose qui est choquant dans la représentation qu'on a d'un écrivain, de se dire, mais finalement, on le devient, donc ça s'apprend. On n'a pas l'impression que c'est un métier qui s'apprend, comme si derrière tout ça, vous voyez, la chaîne associative mène à l'idée qu'au fond, la technique importe peu. Or, moi, je considère le roman comme une discipline dans laquelle la technique est importante. Il y a bien sûr l'imaginaire, l'imagination, la narration, le plaisir de raconter, voilà. Et puis, il y a des règles narratologiques, et le travail avec une historienne relève d'un échelon technique. Après, je mets la technique au service du roman, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a dans la réception qu'on a de notre tandem, peut-être y a-t-il quelque chose de l'ordre de l'idée qu'on se fait de ce qu'est un romancier. Oui, sur France Culture, il y avait l'émission il y a quelques temps de Mathias Sénard, il l'avait appelé la salle des machines. Il y avait une section qui s'appelait la salle des machines, avec cette idée que vous êtes dans la salle des machines et vous participez justement à nourrir, comme dans une mécanique, à nourrir les romans futurs. Oui, exactement, avec des choses très techniques justement parfois, enfin, dans les demandes que tu peux faire, il y a parfois des choses vraiment très, très techniques. Je pense à une fiche sur les méthodes de la presse dans les années 50, comment on imprime un livre, enfin, ça va très loin vraiment dans les recherches de détails. Après, tu choisis un peu ce que tu décides de remettre dans le roman derrière, mais il y a un aspect très technique, très, très marqué dans les... Oui, sur la question de la désinformation au moment de l'Exode, enfin là, elle avait fait un travail énorme. Alors, vous voyez, ça c'est typique. J'avais un personnage qui s'appelle Désiré. Au début, c'est pas ça ? C'est l'inverse. Non, c'est une fiche sur le ministère de l'Information. En fait, initialement, sur l'Exode, tu m'avais demandé donc, de brosser le portrait de cette période. Tu avais choisi parmi les thèmes celui de la désinformation, et c'est la fiche sur la désinformation, le ministère de la Propagande, qui t'a dit, où tu t'es dit, je vais créer un personnage complètement mythomane. Je lui dois tout. Voilà. Je lui dois tout. Non, mais c'est amusant. Parce mais c'est très juste, tu as raison. Et c'est amusant parce qu'effectivement, ça nécessiterait presque d'être mis en fiche en soi, c'est-à-dire ce type de collaboration, pour comprendre qu'est-ce qui, justement, est pris par vous, qu'est-ce qui est laissé. Et vous parliez tout à l'heure des
des lettres de lecteurs et de lectrices. Moi, je me dis, comme les lettres qui étaient envoyées à Ménie Grégoire dans les années 60 à RTL. Pas le rapprochement du tout. Si, moi je le vois très bien. Ça serait une formidable vitrine pour pouvoir comprendre justement comment, ou les lettres à Sainte-Beuve. De publier nos WhatsApp. Tous ces petits messages qui sont envoyés, ça doit être assez formidable. Donc, Voilà, vous les regardez, vous, Camille Clairet, Non, je les ai jamais vus. Elle vient de le faire discrètement, mais elle vient de lancer une peau de banane, vous ne l'avez pas entendu. Mais on pourrait publier notre fil WhatsApp, c'est ça? Parce que, en fait, je lui parle beaucoup sur. En fait, on se voit très peu. Moi, j'habite loin, donc elle est parisienne, je ne le suis plus. Donc, en fait, là, on se voit aujourd'hui, mais ça fait au moins 2 ans. 2 ans qu'on ne s'est pas vu physiquement. 2 ans. Oui, 2 ans. Non. Oui. Je vous vois quasiment plus souvent qu'elle. Pourtant, on ne se voit pas très souvent. Non, mais parce que, alors, on se parle beaucoup, on fait de la vidéo ensemble, et puis on a un fil WhatsApp extrêmement nourri. Alors, c'est vrai que, tu as raison, c'est que si on relisait ce fil WhatsApp, franchement, ça serait assez intéressant. D'abord, ça serait un gros volume, mais franchement, ça serait intéressant. Ça serait l'équivalent des manuscrits de Proust. Oui, parce qu'il y a toutes les questions que je pose. En fait, elle a un boulot qui n'est pas facile, parce que je fourmille un petit peu d'idées et je balance sans arrêt. Vous voyez, j'en envoie. Tu peux pas faire ça. Surtout dans les phases de recherche d'intrigue. Ouais, dans les phases de recherche. Donc, en fait, les demandes s'accumulent. En fait, chaque fois que j'ai une idée, je lui lance. Je devrais être plus sage. Je devrais attendre de savoir si c'est une bonne idée vraiment. Mais dès que j'ai une idée, je lui envoie. Donc, en fait, elle est percutée en permanence par ça. Donc, il y a aussi un travail. C'est pour ça que vraiment, on peut parler d'une assistance historienne, pourrait-on dire. C'est que, en fait, elle est obligée de faire avec mon rythme, ma manière de fonctionner. J'envoie du bois en permanence, quoi, et donc il faut qu'elle renvoie les balles. Alors, elle a pris la sagesse de dire bon, on attend 2 jours avant de voir si ça va se confirmer. Enfin, elle est très habile. Hein. Les phases d'excitation lorsque tu trouves un sujet, et puis finalement après d'angoisse parce que non, finalement ça n'irait pas. Donc entre deux, on a commencé à travailler. Oui. Elle a développé des airbags qui sont extrêmement efficaces. Et alors justement sur cette question, comment on travaille, parce que ça dure. Là, on sait que vous êtes dans la rédaction de la suite de Silence et la colère, le 3e donc de cette série, de cette seconde série. Vous êtes déjà, j'imagine, en train de préparer ou de réfléchir à la structure du 4e. Et vous êtes sollicité sur le 3e, sur le 4e. Comment ça se passe exactement? Alors là, moi, je travaille sur le numéro... Donc, Pierre écrit le numéro 5. Non, le 6. Non, tu écris le numéro 6. De l'ensemble. De l'ensemble. Et moi, je travaille sur celui d'après. Sur le 7e. Sur le 7e. Donc en fait, je suis en train de terminer un livre, elle est en train de travailler sur le scénario du suivant. C'est-à-dire que je lui ai donné le cadre, je lui ai dit ce que je voulais, j'étais incertain sur l'année où se passerait la narration, j'hésitais, c'était au milieu des années 60, je voulais que ça soit avant 68, toujours parce que je contourne les grands événements, je ne voulais pas avoir 68 en ligne de mire, mais plutôt en fond. Et j'étais assez incertain sur la date, 62, 63, 64. Je lui ai proposé mes personnages, je lui ai proposé ma narration. Une grande partie, je le dis comme ça, va se passer autour du boulevard périphérique qui se construit dans cette période-là, par tronçon. Donc, ça, c'est le 4. Le 4 de la deuxième. Oui, c'est le 4, voilà. Oui, le 4 de cette... Oui. Voilà, qui se passera donc en 63-64. Mais vous voyez, j'étais hésitant sur la date et c'est elle qui m'a donné la date. Parce que je voulais travailler sur le monde paysan. Elle a eu une idée, on va pas le dire ici, elle m'a dit, je crois que j'ai un truc pour toi en mars 64. Et j'ai dit, ouais. C'est là, on va voir si c'est des historiens amateurs ou des historiens professionnels. Voilà. Donc, il est méchant. Ça se passe dans le milieu agricole en mars 64. Voilà. Et grâce à elle, parce que en fait, quand elle m'amène ça, elle m'amène un élément qui fait partie de ma demande, c'est-à-dire, voilà, je veux travailler sur le problème de l'exode rural et de la difficulté de la petite paysannerie française à la fin des 30 Glorieuses, domaine que vous connaissez bien, Emmanuel. Et donc, je suis incertain sur la date, et dans mon esprit, les deux ne sont pas liés. Et elle va faire la liaison en disant, le monde agricole... j'ai un événement là dans la période et je pense que ça a changé beaucoup de choses parce que d'un seul coup, l'aide qu'elle me donne en isolant un élément qui va servir ma narration et qui me donne un ancrage temporel change un petit peu la donne parce que d'un seul coup, ça stabilise la narration. Oui, ça veut dire que Camille Clairet, après s'être intéressée à le possible sabotage des avions à réaction, on s'intéresse au remembrement, par exemple. Au quoi? Au remembrement.
tout ce qui est la reconstruction du paysage oui, agricole. De toute façon, on change de livre en livre. Et vous vouliez réagir à ce que disait Pierre? Oui, mais j'ai c'est pas grave. Sur ces oui, 63, j'allais dire oui, c'est en cela aussi pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure sur comment on adapte en fait sa recherche à un romancier. C'est vraiment ça en fait ce que Pierre expliquait, c'est qu'avec le temps, je fais plus des fiches de synthèse neutres qui portent sur une période. C'est vraiment je pars du personnage qu'il me donne, de ce qu'il me donne sur le personnage qu'il va créer, sur les morceaux d'intrigue dont il dispose déjà, et j'essaie de voir ce qui dans l'histoire peut venir finalement nourrir le roman, mais en adaptant vraiment la fiche aux idées qu'il a déjà mis en place. Sa grande réussite, elle est là. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous continuez à enseigner en même temps, vous êtes enseignante. En quoi ce travail que vous menez en parallèle avec Pierre Lemaitre a changé peut-être soit la façon d'enseigner, soit la manière de présenter les événements en cours comme vous le faites aujourd'hui? Est-ce que ça a bouleversé un peu votre vision de l'enseignement de l'histoire? Alors j'ai beaucoup plus ouvert, depuis que je travaille pour lui, j'ai beaucoup plus ouvert mes méthodes d'enseignement justement au monde de la fiction. J'avais avant tendance à rester vraiment sur le document historique tel quel les archives, et c'est vrai qu'avec le temps j'ai beaucoup plus ouvert au roman, au cinéma, voilà, parce que moi-même m'immergeant dans le monde de la fiction, forcément, même dans les demandes de travaux à réaliser par les étudiants, où je vais maintenant oser leur demander d'écrire des petites fictions ou des uchronies, des choses comme ça, ce que je faisais pas du tout en début de carrière. Donc oui, je pense que ça a eu un impact sur mes méthodes. Et sur l'élargissement des thèmes, parce que tout compte fait, quand on est enseignant, on a les thèmes qui sont les thèmes au programme, mais là, il y a tout cet intermède, tous ces entre-deux, pourrait-on dire, qui sont les entre-deux demandés par un romancier. J'aurais plein de sujets à donner à des masterisants, je pense, des sujets de mémoire, parce que c'est aussi le petit côté frustrant de ce travail, c'est que je ne vais pas au bout des recherches que j'entame. En fait, quand on travaille pour un romancier, on vous demande aussi d'aller à l'essentiel. Ce que l'historien n'est pas forcément habitué à faire, il va plutôt avoir tendance à essayer d'aller au bout de son sujet. Là, moi, je vais me contenter de ce dont Pierre a besoin pour son roman. Et donc, il y a un petit côté frustrant de ne pas toujours aller au bout de la recherche. Donc, c'est clair qu'en termes de thème, là, j'aurais beaucoup de sujets de recherche à donner à des... Ça veut dire que si il y a des gens dans la salle, historiens professionnels, qui veulent confier donc à Camille Clairet des masterants, il y a des sujets. Il y a des sujets pour pouvoir le faire. Vous êtes surpris par la documentation qui vous arrive de temps en temps, c'est-à-dire est-ce que vous avez été prise à contre-pied d'une certaine manière par rapport à une période sur laquelle vous pensiez quelque chose, et puis la documentation de Camille venait vous percuter et changer la vision que vous en aviez? Alors ça, j'ai envie de dire à peu près tout le temps. Ouais. À peu près tout le temps, parce que je pensais, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les 30 Glorieux, j'ai pensé que mon travail serait facilité par le fait que je suis contemporain de la période. Je suis né au milieu du siècle dernier, et donc je rentrais dans des années où j'existais. Oui. Je savais bien que je n'aurais pas de souvenirs sur le début des années 60, mais je rentrais quand même dans une période qui m'était familière. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus un handicap que je ne le pensais, parce que, en fait, ma mémoire est fausse. J'ai refabriqué les choses. Ce que je croyais dater des années 60 date en fait des années 70. Le magret de canard. Oui, le magret de canard, oui, et la palette. La palette, j'ai oublié la palette. Et en fait, je me rends compte que je dois lutter contre mes représentations qui souvent sont fausses. Et donc là, le travail de Camille, c'est vraiment un travail de recentrage. Et elle ne se rend peut-être pas toujours compte, mais quand je reçois une de ses fiches, je me dis je ne voyais pas les choses comme ça. Et je me rends compte que ce contre quoi je dois lutter, c'est contre les représentations fausses que j'ai sur la période et dont je pense légitime de penser. Des sortes d'idées reçues que l'on a. Ouais. Et c'est d'autant plus difficile que l'accès à la documentation est plus difficile dans la période récente parce que les archives ne sont pas forcément ouvertes. Ouais. Je pense à l'avortement où ça a été quand même compliqué de pouvoir avoir accès à... J'ai travaillé un peu sur des dossiers judiciaires, mais dans les années 50-60, ce sont des archives qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas encore déclassifiées. Parce qu'elles sont sûrement classées comme archives médicales en l'occurrence. Voilà, donc exactement, donc ça a été compliqué de trouver des travers pour pouvoir quand même avoir accès à une documentation. Donc moi, je trouve ça plus difficile. Parce que ça veut quand même dire que vous ne vous contentez pas, par exemple, de la lecture de la presse. Vous allez essayer... ça dépend des sujets. Voilà, par exemple, Désiré là, on revient à Miroir de nos peines, mais le personnage de Désiré, qui pourtant est peut-être le personnage le plus loufoque, je pense, qu'il doit y avoir dans tes romans, il a été documenté avec les archives du commissariat à l'information. Et parmi les fausses nouvelles qu'il diffuse, il y a des
vraies fausses nouvelles et des fausses nouvelles qui viennent vraiment des archives du commissariat. Alors ça, je trouve que l'exemple que tu prends, il est vraiment bon parce qu'elle m'a apporté des fausses nouvelles. Bon, resituons le contexte. Tu peux resituer rapidement le contexte de la désinformation. On est en 1940, à un moment où est créé donc, le ministère de la Propagande. Et donc, parmi les activités de ce ministère, il y a la censure, mais il y a aussi le fait de maintenir le moral des Français, donc en faisant de la propagande, donc en diffusant un certain nombre de nouvelles et surtout en essayant de masquer l'avancée des Allemands. Voilà. Alors on s'est amusé parce qu'elle m'amène plein d'informations qui étaient donc des informations de désinformation de l'époque et certaines sont absolument dingues. Mais vraiment, des trucs, je me suis dit, si je le mets dans un roman, quel effet ça fait? Et au bout d'un moment, ce qui est drôle, c'est qu'on ne savait plus. Alors j'en inventais, j'en rajoutais, je prenais des fausses informations et puis je les allongeais, je les amplifiais, j'en inventais d'autres. C'était un jeu très amusant et on ne savait plus ce qui était vrai, ce qui n'était pas. Et ça, je trouvais que c'était vraiment la réussite qu'on pouvait avoir dans l'impact qu'a sur le lecteur, le roman. C'est au fond à quoi on joue là? On joue à faire en sorte que le lecteur, face à un roman historique, sache que globalement, la vérité historique est là. Il y a eu de la désinformation, ça a été hallucinant d'imagination, etc. Mais etc. ne puisse pas s'appuyer sur ce qui est dit dans le roman pour dire... Mais en même temps, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est ce qui fait, à mon avis, que le lecteur peut avoir envie d'aller voir de plus près, etc. Camille? Oui, cette fiche-là, je pense que c'était peut-être la plus jubilatoire que j'ai eu à faire, parce que voir à partir d'archives vraiment réelles se créer un personnage aussi loufoque et qui en vérité est vraiment documenté, c'était vraiment... Oui, d'ailleurs, en le lisant, parce que je me souvenais plus du personnage de Désiré, maintenant ça me revient, mais en le lisant, moi je n'ai même pas cherché à savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Je pense qu'on aurait même du mal aujourd'hui, il faudrait reprendre toutes les fiches que j'ai faites pour pouvoir réussir à départager. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et je pense que ça c'est une des réussites de ce que peut faire le roman historique, me semble-t-il. De brouiller les pistes en étant fidèle. Ça a été aussi un petit peu le cas pour la question des sectes. Dans le grand monde. En Indochine. Oui, dans le grand monde où on a donc il y a cette question des sectes, des sectes religieuses. Qui déchiraient Hanoï et surtout Saïdon. La secte, je ne sais plus comment tu l'avais appelée, mais semble complètement loufoque. Et en vérité, c'est vraiment documenté à partir des... Alors, non pas d'archives, parce que je n'ai pas eu accès à des archives, là, pour le coup, pour l'Indochine, puis c'était en plein Covid, de toute façon, je n'aurais pas pu documenter ça, mais on est vraiment parti de phénomènes millénaristes qui existaient bien en Indochine à cette époque-là. Les chaodaïstes, c'était les chaodaïstes. Entre autres, oui, mais pas seulement. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est ce que j'essayais de vous faire dire tout à l'heure, c'est-à-dire cette torsion du réel, du moment qu'elle rentre dans la logique romanesque et dans la plausibilité de l'action, c'est bon. C'est la conséquence d'une conception du roman historique. C'est la conséquence naturelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si je travaille avec Camille, c'est parce que j'ai besoin de savoir si, globalement, je suis dans les clous. Pour une raison très simple, qui est une raison qui n'est ni historique, ni romanesque, qui est purement morale. Mettez-vous à la place d'un jeune homme, d'une jeune fille qui lit le Silence et la colère. Prenons Le Grand Monde, sur la guerre d'Indochine. Sauf si la guerre d'Indochine est au programme. Je ne sais pas si c'est au programme de l'éducation nationale. C'est dans quelle classe? La guerre d'Indochine? Oui. Si. Au lycée. Au lycée. Bon, imaginons quand même que quelqu'un qui, comme moi, n'avait pas fait d'études, la seule chose qu'il sait, qu'il va apprendre sur la guerre d'Indochine, c'est ce qu'il va lire là-dedans. J'ai une responsabilité morale. Voyez, si je m'affranchis complètement de toute vérité historique, rien ne m'empêche de dire la Shoah n'a pas existé, ce qui serait inconciliable avec ce que je suis. Donc, ça veut dire que je ne peux pas dire que je m'affranchis complètement de l'histoire. Donc, la grande question, c'est si je ne m'affranchis pas, où est-ce que je mets le curseur? Pour moi, le curseur, il est moral. Donc, ce que j'essaye de faire avec Camille, et c'est le travail d'une certaine manière que je lui délègue en partie, c'est de me dire, attention, ça c'est juste, ça ne l'est pas. Et c'est à ce moment-là ma boussole morale qui prend la décision. Je dis, tant pis, je m'en fous. Parce que je pense quand même que globalement, ça ne tord pas la vérité historique. Et puis de temps en temps, je dis, là, tu as raison, là, c'est une mauvaise action. C'est pas bien de faire croire ça, surtout si le roman est bon. Et qu'est-ce qu'il
c'est quoi? C'est le petit Jiminy Cricket qui est sur le... Ouais. Qu'est-ce qui c'est pas bien? Qu'est-ce qui fait que Pierre Lemaitre se dit il ne faut pas que je fasse ça? Je me sens responsable. J'ai une certaine morale. J'ai une certaine morale. Alors, elle est comme toutes les morales. Elle est à géométrie variable, et puis je prends plein de facilité avec cette morale. Il n'empêche quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas conciliables avec la manière dont je me comporte dans le monde et que j'ai envie de véhiculer à travers mes romans. Camille? Puis je pense que ça fonctionne aussi parce qu'on a un peu le même curseur moral. Moi, que Pierre crée une forteresse imaginaire qui n'a jamais existé, je pense à la ligne Maginot, à Miroir de Nopen, ça ne me pose aucun problème. On est dans le monde de la fiction, il réintègre tout ce qu'on a trouvé sur la ligne Maginot dedans. En revanche, s'il écrivait des romans à thèse, avec derrière l'idée de démontrer quelque chose sur l'histoire, là je pense que je serais beaucoup plus réticente au fait de servir de garant. Alors c'est bien qu'on parle de la ligne Maginot parce que tu n'as pas fait un carton sur ce coup-là. Hein. Non, mais franchement, non, tu n'as pas été une. Non, parce que je dois documenter la ligne Maginot. Pour quel roman? C'était pour Miroir de Nopen. Non, je vérifiais si vous l'aviez lu. C'était une. Je ne peux même pas dire, malheureusement, je l'ai lu. C'est ça le problème. J'ai pris plaisir à le lire. Donc c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai demandé à Camille de me documenter la ligne Maginot, puisque j'avais un personnage qui devait se trouver sur la ligne Maginot. Donc, elle a fait un excellent travail de documentation, mais ça ne marchait pas. Non. Ça ne marchait pas. C'est-à-dire, sa fiche était vraiment, vraiment solide. Et je lui ai demandé d'y retourner, je t'ai demandé des compléments d'information. Le problème était que dans l'historiographie, il y a beaucoup plus de choses sur le béton de la ligne Maginot que sur les personnes qui ont vécu dedans. Donc c'est vrai qu'on a dû trouver des témoignages, c'était vraiment difficile. Oui, c'était difficile. Et donc, il y a un moment, ce que je ne fais quasiment jamais, j'ai pris ma voiture, j'y suis allé. Il a fallu que j'aille sur la ligne Maginot, rentrer dans des blocos pour essayer de comprendre l'atmosphère qui régnait. C'est une chose que je fais rarement. J'ai dû le faire 2 fois dans ma vie. Une fois là, et puis je suis allé à Prague il n'y a pas longtemps pour le prochain roman, mais c'est une chose que je ne fais pas. Vous voyez, je n'ai pas été au Vietnam pour écrire sur Saïgon. Bon, d'abord, c'était le Covid, et puis j'aime pas les voyages. Bon, ça m'emmerde. Bon. J'aime pas les voyages, j'aime pas la musique et les voyages. C'est ce que j'aime pas. Bon, donc j'ai pas été. Mais là, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire, malgré que la fiche était très bien documentée, il manquait quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à faire mouvoir mes personnages. Et il a fallu que j'aille sur place. Et quand je suis revenu, j'avais trouvé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui échappe à la documentation, même quand elle est parfaite sur le plan technique. Un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de cette discussion. On aurait bien voulu continuer, mais il va y avoir la signature tout de suite après. Camille, on en est où de sa thèse? Ma thèse, elle est finie, Dieu merci. J'ai soutenu il y a 2 ans. Voilà. Et je travaille sur la publication. Là. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut continuer en étant historienne, même si c'est compliqué, de mener son travail d'historienne jusqu'à son terme. Oui, alors après, il y a une question d'organisation qui se pose parfois. C'est pas simple tous les jours, je ne vais pas vous dire le contraire. Et il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Quand tout tombe en même temps, en fait, l'enseignement plus des échéances du côté de Pierre, ça peut devenir un peu compliqué. Mais pour l'instant, j'ai réussi à maintenir le cap. Et ça veut dire qu'il y aura encore des recherches après les femmes de l'Action française, ou est-ce que c'est une parenthèse terminée et puis on se dit... Pour l'instant, je travaille sur la publication de la thèse et on verra après. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.